ici nous accompagner pour venir faire la sensibilisation au niveau de la jeune génération. Ce thème choisi aujourd'hui, c'est pas choisi au hasard, on n'a pas choisi ce thème au hasard. Pourquoi? Parce que la nouvelle génération est motivée par l'innovation, est motivée par la responsabilité. Donc on a choisi ce thème pour illustrer le travail des contrôleurs aériens, qui est un travail qui est inspirant, qui inspire aussi la nouvelle technologie. Donc permettez-moi aussi de remercier particulièrement la compagnie Royal Air, que d'habitude sont nos partenaires habituels. Ils sont là, ils nous accompagnent pour toute activité menée par l'association, surtout sur le cadre de la sensibilisation sur les métiers de l'aéronautique. Je vous demande de les applaudir. La compagnie aérienne. Nous sommes ici aujourd'hui aussi avec des partenaires qui sont nos collègues du métier, les collègues professionnels en tout cas, pour aujourd'hui, nous avons un maintenancier qui s'en charge de la maintenance des équipements qu'on utilise dans le tour de contrôle. Donc, nous avons aussi l'honneur d'être avec lui aujourd'hui pour vous présenter nos activités, nos métiers, pour vous inspirer, vous, jeunes générations, d'épouser ces genres de métiers. Je vous remercie. Nous allons procéder directement à la présentation. Tout d'abord, j'ai préparé deux présentations. Nous allons commencer par le thème de la journée sur les contrôleurs aériens, source d'inspiration pour la nouvelle génération. Comment et en quoi les contrôleurs aériens inspirent la nouvelle génération? En introduction, vous voyez la photo qui est là. Dès qu'on parle d'un contrôleur aérien, on parle d'un avion, on parle du tour de contrôle. La tour de contrôle est là, le contrôleur est dedans. C'est, comme je vous l'avais dit avant, c'est le métier de l'ombre. Vous voyez à la tour que vous ne voyez personne sur ça, mais à l'intérieur, il y a ces veillants aiguilleurs du ciel qui gèrent les avions qui sont dans leur espace aérien. Donc, les contrôleurs aériens sont des acteurs invisibles, mais essentiels sur le transport aérien. Chaque jour, ils assurent la sécurité des millions de passagers à travers le monde. Vous ne pouvez pas aller à l'aéroport sans voir les avions, et si vous êtes à l'aéroport, il y a toujours les avions qui arrivent, 2, 3, 4, 5 avions par jour, 6, parfois même une dizaine d'avions par jour. Donc chaque avion avec 200 passagers ou 100 passagers minimum, ça c'est énorme de responsabilité que le contrôleur en charge de gérer cette responsabilité. Donc leur métier incarne la rigueur, la responsabilité et l'innovation. Ce sont les 3 points qui sont les valeurs inspirantes des contrôleurs aériens. La jeune génération s'inspire sur la rigueur des contrôleurs aériens, sur la responsabilité, cette responsabilité de gérer les milliers de vies chaque jour, et puis l'innovation qui va avec la nouvelle technologie. Il y a le rôle des contrôleurs. On va essayer de voir un peu rapidement le rôle des contrôleurs aériens. Vous voyez le contrôleur en train de guider les avions qui sont sur son espace aérien, qui lui sont dédiés. Assurer d'abord la sécurité, c'est-à-dire éviter que les avions se heurtent, éviter que les avions entrent en collision avec d'autres obstacles qui sont soit en l'air ou bien au sol. Quand vous levez les yeux sur le ciel, vous ne verrez jamais des routes, mais derrière le contrôleur, il y a déjà l'imagination de toutes ces routes, là où l'avion va passer, et là où il peut passer l'avion sans qu'il y ait des dommages. Donc, il y a la coordination du trafic aérien. Le contrôleur aérien, il a le rôle principal de coordonner le trafic aérien pour ne pas que, en travaillant, il subit le trafic aérien. Donc, il est obligé de coordonner, organiser les départs, les arrivées et les survols. Il y a aussi
gérer les situations d'urgence qui est vraiment un point très important pour un contrôleur aérien. Quand tu es à la tour, il y a un avion qui a un problème. Si tu paniques, c'est aussi la catastrophe. Là, vous n'allez pas aider le contrôleur et le pilote. Donc, le contrôleur et le pilote travaillent ensemble. Si le pilote a un problème à bord, il ne faut pas aussi en rajouter. Donc, il faut gérer l'urgence d'une manière claire et nette et aider le pilote à se poser. Nous allons voir plus tard les présentations qui vont suivre, le rôle du contrôleur et le rôle du pilote, surtout sur la gestion des situations d'urgence. Donc, il y a la communication permanente. Communiquer en permanence avec les pilotes. Ça, c'est un point très important aussi. Un contrôleur aérien qui veut travailler, il doit avoir une bonne communication avec les pilotes, que ce soit son niveau d'anglais, parce que d'habitude, on va vous le parler plus tard, mais les contrôleurs aériens avec les pilotes, eux, ils ne communiquent qu'en anglais. Qu'en anglais, pourquoi? Ça, c'est l'anglais aéronautique, ça, c'est le langage aéronautique. C'est la langue officielle que l'aéronautique utilise pour... en fait, c'est standard partout. Là où tu vas parler l'anglais avec les pilotes. Que ce soit chinois, que ce soit américain, tu vas toujours parler de l'anglais. Les valeurs et les qualités inspirantes, je vous ai déjà dit que c'est la responsabilité, parce que le contrôleur aérien doit prendre des décisions à des moments trop critiques et à des moments très stressants. La décision que le contrôleur aérien va prendre, ça peut aussi impacter la succession des événements. Donc, cette responsabilité que le contrôleur a de donner la décision et la bonne décision au bon moment. Donc, ça, c'est parmi les valeurs inspirantes. Et la nouvelle génération cherche des métiers comme ça pour s'inspirer de cette responsabilité, surtout sur leur carrière. Il y a aussi la concentration et la rigueur. Un contrôleur qui est à la tour, je peux vous donner un exemple. À la tour, c'est interdit même d'utiliser le téléphone pour ne pas te déconcentrer. Tu es à la tour, tu n'as pas droit à un téléphone personnel ni à un PC portable. Tu as droit à tous ces équipements qu'on t'a donnés pour gérer le trafic aérien. Donc, une fois que tu es à la tour, tu utilises ton téléphone, on peut t'exclure directement. Donc, ça, c'est la concentration et la rigueur du métier qui fait que le contrôleur aérien et elle inspire la nouvelle génération sur ces genres de responsabilités. Il y a aussi le travail en équipe. Vous êtes à la tour de contrôle, vous ne pouvez pas travailler seul. Selon la responsabilité du contrôleur aérien, un contrôleur aérien ne peut pas être seul et gérer les trafics aériens. Donc, le contrôleur doit être minimum 2 personnes à la tour ou des minimum d'assistants de contrôle. Et si vous êtes 2, vous êtes obligés de travailler ensemble. Quelles que soient vos natures, quelles que soient vos identités, quelles que soient vos relations, vous devez travailler en coordination et puis avec une collaboration constante. Donc, je peux prendre par exemple mon collègue qui est là. Si par exemple on a eu une querelle avant de monter sur le car, mais je suis obligé de dire tu as mal fait, mais tu as mal géré cela, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça. Sinon, si je m'étais et puis il y a un problème, donc la charge ça me revient et puis on va nous juger nous deux. Donc ça c'est la responsabilité du contrôleur, du travail en équipe. Donc il y a aussi le leadership calme, on avait vu précédemment que gérer les situations d'urgence, il faut toujours garder son sang-froid, quelle que soit la nature du problème. Un avion te dit je suis en train de cracher, il ne faut pas aussi cracher et lui donner, mais le suivre, mais quand même il faut maîtriser la situation et puis aussi essayer de l'aider jusqu'à trouver une solution qui peut-être peut sauver des vies, ou bien si au moins vous n'avez pas pu sauver des vies, au moins vous aurez quand même essayé de changer la situation. Donc un métier d'avenir, voilà, comme vous a dit, ça inspire la technologie. Vu la responsabilité du contrôleur aérien, il y a la digitalisation. Vu la responsabilité, la prise de décision que le contrôleur se charge de le faire, donc il y a le monde de l'aéronautique qui s'en charge à améliorer le système de gestion en amenant des équipements qu'on peut globaliser sur la digitalisation des équipements. Avant, on pouvait trouver, quand par exemple vous voulez allumer le balisage, vous allez tourner des boutons pour allumer, mais actuellement, juste tu fais un petit clic là et puis le balisage s'allume. Donc,
Ça, c'est la digitalisation. Il y a les jumeaux numériques qu'on va voir plus tard. Les contrôleurs aériens ainsi que les pilotes, ils sont là pour être formés. Et pour former les contrôleurs et les pilotes, il y a une manière de les amener sur la réalité, donc ce qu'on appelle la réalité virtuelle. Donc le monde aéronautique a fait les jumeaux numériques. On a actuellement une tour de contrôle qui est vraiment virtuelle, que tu peux te retrouver dans une salle, tu sens que tu es déjà à la tour. Tu trembles même si tu es en train de faire des erreurs. Donc ça, c'est les jumeaux numériques. Par exemple, tout à l'heure, nous allons voir les simulateurs de vol. Tu vas sentir que tu es en train de conduire au lieu de piloter l'avion. Donc ça, c'est les jumeaux numériques. Il y a les radars actuellement. Dès que l'avion déploie, dès que l'avion se trouve n'importe où dans notre espace, on peut le voir. Et puis, on peut voir toute l'identité de cet avion. On peut voir toute information grâce à la nouvelle technologie. Donc, il y a aussi l'intelligence artificielle qui veut aussi aider sur la prise de décision des contrôleurs aériens. Donc, la nouvelle génération s'inspire sur cette responsabilité d'imprégner l'intelligence artificielle sur le système de gestion de la navigation aérienne. Par exemple aussi l'évolution constante des transitions écologiques. Actuellement, la technologie veut s'en débarrasser des avions qui utilisent le kérosène. Pourquoi? Parce que ça produit du gaz carbonique et vous savez tous que le gaz carbonique est dangereux pour l'environnement. Donc il y a aussi l'inspiration pour faire les avions hybrides. Il y a les avions hybrides comme il y a les voitures hybrides. Donc il y a aussi les avions hybrides qui sont en cours de fabrication. Il y a aussi les avions verts, etc. Il y a aussi TBO, ce sont des trajectoires qui sont prédéfinies pour optimiser la gestion du trafic aérien. Maintenant, avec ces TBO, c'est une nouvelle technologie avec des satellites qui sont lancés dans l'air. Une fois l'avion décolle, tu as la précision de l'avion et tu peux même faire passer les avions. Ils peuvent même se séparer, pour dire clair, ils peuvent même se séparer avec cette nouvelle technologie. Ça, c'est pour aider aussi le contrôleur et diminuer la charge du contrôleur. Voilà, donc il y a aussi l'arrivée des drones. Vous savez déjà que les drones sont même dans le pays. On gère actuellement les drones. Donc ça, c'est une nouvelle technologie qui inspire aussi la gestion du trafic aérien, comment on peut intégrer les drones avec l'aéronautique civile. Donc tout ça là, ça c'est des points qui, comment dirais-je, c'est des points qui, voilà, c'est des points que les contrôleurs aériens ou bien le monde de l'aéronautique essayent de voir pour améliorer cette gestion. Donc, bon, c'est un métier aussi d'avenir, c'est ouvert à l'international, donc il y a plus de demandes sur les pays. Tout pays a besoin des contrôleurs aériens parce que ce sont des gens qui sont trop stressés. Donc, pas beaucoup de gens qui aiment vraiment être stressés sur le boulot, donc la demande est toujours là. Ils cherchent les contrôleurs et les contrôleurs sont des gens qui sont très rigoureux et qui devront même assurer ce genre de travail. Donc en conclusion, le contrôleur aérien incarne une excellence, vigilance et engagement dans le métier. Cela qui implique un pilier directement vital au transport aérien. Le contrôleur aérien, on ne peut pas s'en passer du contrôleur aérien quand on veut parler du transport aérien. Il n'y aura jamais, les avions ne décolleront jamais sans le contrôleur aérien. Donc ça c'est un pilier très vital sur le transport aérien. Le message clé que je vous donne, la nouvelle génération peut s'inspirer de leur dévouement pour construire l'avenir. Ils peuvent s'inspirer du dévouement des contrôleurs aériens pour construire leur avenir, que ce soit dans les métiers de l'aéronautique, que ce soit même dans leur carrière qu'ils ont choisi pendant leur cursus scolaire. Donc je vous remercie pour la présentation. On aura peut-être plus tard le temps d'échanger les questions et connaître davantage le contrôleur aérien avec les échanges sur la prochaine conférence. Merci beaucoup.
Bonjour tout le monde. Moi, je me prénomme Mourad, je suis contrôleur aérien également. Comme a dit mon prédécesseur, vraiment, je réitère aussi le remerciement de toute la région et des établissements qui nous ont répondu présents. Donc la journée d'aujourd'hui, c'est une journée qui se déroule chaque année à la même date. J'en précise que la journée officiellement c'est le 20 octobre de chaque année. Mais vu les circonstances, on a vu qu'on travaille en collaboration avec les étudiants, des élèves, des établissements privés ou publics. Donc on a jugé opportun de refaire cette journée aujourd'hui, comme on est dimanche, et on ne s'est pas trompé puisque quand même on constate une bonne participation de M. RFR. On vous en remercie. Et aussi, la journée se déroule en grande partie à Moroni à chaque année. Donc c'est la première fois qu'on a pris l'initiative de sortir un peu du cadre Moroni pour venir vraiment dans l'intérieur de nos régions. Et nous avons choisi Béni comme une première. Et on vous remercie beaucoup de nous avoir honoré aussi de votre présence. Vous nous donnez plus de plaisir parce qu'on s'est dit peut-être l'année prochaine aussi on va aller dans une autre région puisqu'on voit que quand même on a une bonne représentation sur tous les niveaux, que ce soit les étudiants, les élèves, mais aussi les parents qui sont avec nous. Vraiment c'est satisfaisant, surtout avec l'avènement de nos collègues qui sont venus de Mayotte. Donc c'est aussi un plaisir pour eux de venir se confronter avec la région, pas seulement Moroni. Mais aujourd'hui, ils se trouvent un peu au nord de l'île, donc c'est aussi important pour eux de venir découvrir le pays et aussi échanger entre nous et vous apporter aussi des signatures que vous allez constater un peu plus bas une fois on aura passé une bonne partie de la présentation ici. Donc vraiment merci. Je n'en doute pas que vous allez vraiment adorer les signatures. Vous allez vous trouver dans un cockpit d'avion où vous allez quand même pouvoir décoller. Naviguer comme virtuellement où vous voulez et puis à faire des atterrissages. Donc ça va quand même stimuler beaucoup d'admiration sur les métiers de contrôleurs et aussi des pilotes, en espérant, Inch'Allah, parmi nous dans le futur, qu'on ait des grands pilotes et des grands contrôleurs aériens, Inch'Allah, qui vont vraiment apporter un plus sur le niveau technologique des Comores. Donc moi, personnellement, je vais vous présenter une bonne présentation sur le concept de sécurité, parce que le plus important aujourd'hui dans le transport aérien, c'est la sécurité. Vous êtes d'accord avec moi que personne ne voudra prendre son argent, aller acheter un billet d'avion pour faire un voyage et pour ne pas revenir à sa famille. Donc c'est pour ça que le concept de sécurité est très important, parce que c'est la seule motivation, sinon la confiance, où un passager avec un billet d'avion, des fois vient avec des parents, avec peut-être la famille, embarqué devant dans un avion pour aller à une destination. Sa seule idée ou vraiment la préoccupation majeure que lui et sa famille ont dans leur tête, c'est la sécurité. Et donc c'est un concept très important. Donc aujourd'hui, moi je vais vous amener plus comment la sécurité est gérée à l'intérieur du transport aérien. Et vous allez vous constater vous-même que vraiment quand on vous dit que l'avion est le moyen de déplacement le plus sûr, pourquoi nous en arrivons jusqu'à là? C'est exactement parce qu'il y a beaucoup de concepts et des modèles de gestion de sécurité qui sont pris en compte et qui fait qu'aujourd'hui l'aviation quand même est parmi les meilleurs moyens de transport, quoique il y a toujours des accidents, mais quand on reprend dans l'impact global de l'aviation, vous allez voir que l'aviation est toujours la meilleure en termes de sécurité. Donc aujourd'hui, je vous ai choisi deux événements qui sont très importants à voir. Nous allons avoir le cas de Tenerife,
Ça, c'est un cas qui a été vraiment global parce que c'est un accident qui est survenu sur 2 aéronefs qui se sont percutés sur sol. C'est quelque chose que les gens n'imaginaient pas. On n'imaginait jamais que 2 pilotes avec des Boeing qui vont être au sous-sol et après ils vont aller se percuter l'un contre l'autre. Mais aussi, il y a un autre événement qu'on appelle l'Oberlingen, que lui s'est arrivé dans les frontières entre la Suisse et l'Allemagne. 2 avions qui étaient en l'air aussi, qui sont percutés en l'air. Donc c'est important de revenir sur ces événements-là, non seulement pour vous faire peur, mais aussi pour vous rassurer que ce sont des événements qui ont donné beaucoup de leçons et aussi qu'ils ont poussé les techniciens et les ingénieurs en matière de sécurité du transport pour vraiment améliorer la sécurité davantage et faire en sorte que ces événements ne se répètent plus jamais dans le futur. Donc sans plus tarder, je vais commencer sur certaines définitions. En fait, l'annexe 19, ça c'est le document OACI qui vient vraiment adresser le problème de sécurité. Donc quand on parle de la sécurité, on a tendance à se dire que voilà, si je suis en sécurité, c'est parce que je ne fais pas d'accident. Si je suis en sécurité, c'est parce qu'il n'y a pas d'incident. Ou bien si je suis en sécurité, c'est parce que mes aéronefs décollent et atterrissent sans problème. Et ce n'est pas exactement la sécurité. Tu peux être dans un environnement où il n'y a pas d'accident et toutefois tu n'es pas en sécurité. Donc la sécurité, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'accident. La sécurité, c'est la manière où vous amenez vos actions, la manière où vous organisez vos travaux, la manière où vous pesez les procédures en matière de sécurité, afin que chaque événement qui se déroule, vous le prenez et vous l'étudiez et vous essayez de maximiser aussi davantage ce qui est les positifs et les négatifs de l'événement et vous en tirez les conséquences. Donc, en termes de définition sur les concepts OACI, la sécurité est définie comme étant le risque lié aux activités aéronautiques concernant ou appuyant directement l'exploitation des aéronefs sont réduits et maîtrisés à un niveau acceptable. Donc, l'objectif de la sécurité, ce n'est pas qu'il y aura 0 incident. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de mettre un système qui est capable d'identifier chaque danger, que ce soit l'aéronef lui-même, que ce soit les infractions au sol, que ce soit les contrôleurs aériens qui sont dans le type de contrôle, mais dans toutes les interfaces qui contournent l'avion, il faut mettre un système capable d'identifier chaque danger qui va apparaître et de le prendre en compte et de l'analyser et de trouver comment nous pouvons l'intégrer dans le système, que ce soit pour le traiter, si c'est un obstacle qui vient vraiment, on va voir un peu plus tard sur les défis qui vont arriver, ou bien c'est un danger qui sera maîtrisable, on va essayer de le contrôler. Si ce n'est pas maîtrisable, on va essayer de l'anéantir carrément pour ne pas impacter les activités aéronautiques. Donc c'est un peu ça, mais on ne peut pas parler de sécurité sans parler un peu de risque. Donc, dans nos jargons habituels, on dit que toi tu prends trop de risques. Alors, c'est ce que nous on est en train de dire, que j'ai des risques. Donc, mais le mot risque, quand on dit risque, ça veut dire quoi? En fait, là, on va dans le cadre aéronautique, on parle de risque, on va intégrer 2 composantes. On va intégrer la probabilité et aussi la gravité. Ça veut dire, si on veut parler de risque, on ne peut pas éviter ces 2 concepts. Il faut qu'on sache combien de fois l'événement se reproduit. Ça, c'est ce qu'on appelle la probabilité. Par an, ou bien peut-être par 10 ans, ou bien par jour, ou bien par semaine. Combien de fois cet événement précis se précise. Et aussi, comprendre aussi sa gravité. Si l'événement s'est produit, quelles sont les conséquences. Donc, quand tu combines la probabilité et la gravité, c'est là qu'on va déterminer l'aspect de risque. Et en termes de compagnie aérienne ou d'activités aéronautiques comme la SECNA, comme l'aéroport, comme partenaires aériens qui sont avec nous, donc on est obligé d'aller chercher, identifier les dangers, les évaluer, savoir la probabilité d'occurrence, comment ces événements arrivent, mais aussi de comprendre s'ils arrivent, quelles seront les conséquences sur les opérations et bien sûr avec les passagers. Par exemple, si je prenais par exemple une panne moteur, aujourd'hui on se dit que nous avons des avions qui vont décoller avec des moteurs. Donc si on dit par exemple la probabilité qu'un moteur tombe en panne, il faudrait qu'on analyse le moteur, son fonctionnement, ses composants, et aussi la manière qu'a été conçu le design, la production et la mise en service, pour s'assurer que ce moteur-là, on peut donner des chiffres de probabilité, que ce soit peut-être 10-4 ou bien 10-5, au moins s'assurer que la probabilité n'est pas aussi grande par rapport à ce que nous on aurait voulu, mais aussi de s'assurer que si un moteur lâche, quelles seront les conséquences pour les opérations. Donc là, on comprend bien, par exemple, si j'ai un avion qui a 4 moteurs,
et un avion qui a 2 moteurs et un avion qui a une moteur, là vous voyez que le risque n'est pas pareil. C'est toujours un moteur qui est en panne, c'est toujours un moteur qui est HS, qui est éteint, mais un seul moteur qui serait éteint dans un avion qui en a 4, le risque n'est pas le même si j'ai un avion avec un seul moteur et que son moteur là est tombé en panne. Donc là on voit déjà en termes d'impact, ça ne sera pas pareil. Parce que si je suis dans un avion de 4 moteurs et qu'un moteur a lâché, je vais toujours continuer à gérer l'avion avec les 3 qui restent. Ou bien si j'ai un avion avec 2 moteurs et qu'un moteur a lâché, je peux toujours continuer le vol avec le seul moteur qui reste jusqu'à atterrir le plus vite possible. Mais imaginez avec un avion mini-moteur avec un seul moteur et par inadvertance, le moteur lâche. Là, on voit bien que quand tu as 14 passagers derrière, avec un moteur déjà à l'arrêt, là, tu n'as aucun moyen de contrôle. Là, quand on essaie d'imaginer en termes d'impact, nous voyons bien que le risque n'est pas pareil. Nous avons le même danger, c'est un moteur en panne, mais son impact sur la sécurité, sur un avion de 4 moteurs et un avion de 2 moteurs ou de 1 moteur, là, vous voyez bien que le risque n'est pas pareil. Donc, on peut tolérer un risque par rapport à un concept et aussi ne pas tolérer le même risque par rapport à un autre opérateur. Si toi tu utilises un avion de 4 moteurs, on peut accepter qu'un moteur peut tomber en panne. En fait, c'est un risque qui est gérable. Mais un avion qui a un seul moteur, on ne peut jamais accepter que tu peux évoluer sans moteur. Parce qu'avec un seul moteur et qui n'est pas en marche, là, on sait que tout le monde va tomber par terre, soit c'est en mer ou je ne sais pas où. De toute façon, le risque et le danger est très prononcé quand on a un avion qui n'est pas trop occupé en termes de moteur. Donc, je voulais essayer de ressortir un peu ces images-là. Quand on parle de risque dans le transport aérien, de mieux comprendre c'est quoi le risque et à quel moment on dit que le risque est accepté ou que le risque n'est pas acceptable. Voilà. Donc, on va avancer aussi sur notre concept, ce qu'on appelle le système de gestion de la sécurité. On a dit que le plus important pour les opérations aéronautiques, c'est de mettre en place un système de gestion qui permettra que chaque opérateur arrive à identifier ces dangers, les évaluer, les classer en danger ou bien en risque acceptable et en risque non acceptable, et de garantir aussi la continuité de service tout en améliorant le système. Donc nous allons voir que dans le cadre au ACI, nous avons une matrice qui est là. Donc la matrice a été montée avec les 2 composantes. Nous avons la probabilité d'occurrence, ça veut dire que nous avons par exemple le fréquent, ça veut dire que c'est un événement où ça doit se passer fréquemment, ça peut être 1 fois par semaine, ou bien 2 fois par semaine, ou bien 3 fois par mois. Il y a occasionnel, c'est un événement qui se répète, mais c'est occasionnellement. C'est peut-être 1 fois tous les 3 mois ou par semestre ou on ne sait pas quoi. Il y a, ou peut-être qui est plus faible, ça veut dire que peut-être ça arrive 1 fois par an, ou bien 1 fois par 2 ans. Ça sera en fonction de comment la société elle-même définit sa propre politique de sécurité. Et aussi, il y a un événement improbable, ça veut dire que c'est un événement vraiment où on ne pouvait pas imaginer que ça allait se passer. On se dit qu'on ne s'attendait pas. Donc, il y a aussi un événement extrêmement improbable, c'est un événement où on est sûr que ça ne peut pas se passer. Donc, on se dit qu'à aucun moment, cet événement-là va se reproduire. Mais en sécurité, on ne doit pas l'élever, on doit l'inclure dans l'étude, parce qu'on ne sait jamais, comme on est en opération aéronautique, on peut toujours tomber sur des événements qu'on ne les attendait pas. Et en termes de gravité, nous avons aussi les 5 cadres qui sont là. Nous avons catastrophique. Nous avons un événement qui est catastrophique, ça veut dire que c'est un événement qui va impacter et les appareils et les passagers. Mais même ça peut toucher même des gens au sol. Par exemple, un avion qui va cracher dans un immeuble ou bien dans une zone habitée, vous voyez bien que ça l'impact de sécurité qui va être non seulement l'avion, non seulement les passagers, mais aussi des innocents qui sont au sol aussi, qui seront impactés. Donc ce sont des événements qui sont très redoutés, que tout le monde essaie de les éviter. Et aussi, il y a une gravité dangereuse. Dangereux, oui, ça peut arriver, ça peut détruire les aéronefs, mais peut-être on peut maîtriser la perte humaine aussi. La politique compagnie ou bien la politique de l'organisation pour définir selon les activités, qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui est catastrophique. Et puis, il y a la gravité majeure. Majeure aussi, c'est un niveau quand même c'est un niveau de gravité. Il y a mineur, ça veut dire que oui, ça va se passer. Mais bon, ça ne va pas trop impacter la sécurité.
et il y a négligeable. Quelque chose de négligeable, ça veut dire que ouais, ça peut arriver, mais ça ne va pas vraiment impacter les opérations et qu'on peut le négliger. Donc c'est en composant la probabilité et la gravité que nous allons recevoir la matrice de risque qui nous donneront en conséquence les zones où les opérations sont en sécurité, les zones qui sont vertes. Ça veut dire que la partie qui est verte, on s'assure que le risque est gérable et que ça ne va pas impacter la sécurité en intégrant la probabilité et la gravité, la sévérité. Et la partie qui est orange, c'est des risques qui sont tolérables. Tolérables, ça veut dire on les considère, on y travaille, on essaye de les réduire au maximum pour que ça ne soit pas trop impactant à la sécurité. Et nous avons la zone rouge où ça nous donne quand même une catastrophe, une zone rouge qui vraiment c'est une zone à éviter. Donc si nous avons un risque qui arrive à cette zone rouge-là, ça veut dire que nous ne pouvons pas continuer les opérations. Il faudrait qu'on y travaille, qu'on apporte des moyens d'intégration et de contrôle qui nous permettront de baisser le risque-là afin que nous arrivions à un moment à un niveau tolérable ou acceptable. Donc en général, quand on est en transport aérien, le niveau sécurité, c'est plus ou moins tout ce qui se passe sur la gestion. Donc, quand on dit que voilà, on a pris tout ça en compte, mais il y a une question qu'on se pose chaque fois, pourquoi il y a des accidents? Oui, c'est beau à dire que le transport aérien, il y a toujours la sécurité, il y a toujours, tout est bien fait, il n'y a pas de faille, tout va bien. Pourtant, il y a toujours des accidents. Donc moi, je vais vous sortir deux concepts très simples que nous pourrons comprendre terre à terre, pourquoi nous avons des accidents dans l'aéronautique. Donc il y a le premier concept qui s'appelle le pyramide des accidents. Le pyramide, c'est une façon d'expliquer à tout le monde, de comprendre que quand nous arrivons à un accident, l'accident n'est pas, en fait, on ne se lève pas un jour, on prend l'avion et on met en l'air et que l'avion tombe. C'est pas si facile que ça. En fait, l'accident c'est une conséquence de beaucoup d'événements. Donc nous allons voir par exemple sur la pyramide, nous avons à niveau supérieur, nous avons un seul accident qui est mortel à considérer, nous avons un accident. Mais si on regarde sur la base de la pyramide, nous allons voir que nous avons 300 000 actions dangereuses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand si tu es compagnie aérienne, ou bien tu es pilote, ou bien tu es contrôleur aérien, ou bien tu es gestionnaire d'aéroport, il y a des petites actions qui se déroulent où tu ne les considères pas. Il y a des petites failles qui se passent. Par exemple, aujourd'hui, on est là à l'aéroport et puis il y a plus de courant. Ah, le courant est parti, mais il n'y a pas avion, il n'y a pas enregistrement, il n'y a aucun mouvement, mais le courant est parti. Après, on se dit, de toute façon, ici c'est comme ça, et le courant, c'est pas un problème. Voilà, et puis ça réveille. Bon, on se dit, bon, c'est isolé, en tout cas, au Comore, c'est comme ça, le courant est parti, il revient. Voilà. Et un autre jour là, il y a la machine, il y a un virus qui est là et la machine plate. La machine ne fonctionne pas. Mais il n'y a pas eu de conséquence. Tu te dis, bon, de toute façon, la machine c'est comme ça. Donc, au Comore là, c'est toujours comme ça, les machines, les problèmes. Donc, plus tu anticipes, plus tu accumules les petites lacunes, les petits problèmes là vont s'accumuler jusqu'à un niveau où ils vont donner naissance à un accident. Donc, éviter un accident, c'est se concentrer sur les petits problèmes qui se passent tous les jours pour les maîtriser, pour les stopper, pour éviter le jour où ces événements-là vont s'enchaîner et vont donner à un accident. Donc, quand il y a un accident, le plus souvent, on n'est pas en train d'aller chercher qui a fait ça, qui a fait quoi. Il faut toujours chercher à comprendre quelles ont été les causes, parce que c'est en maîtrisant les causes de l'accident où on peut vraiment le stopper. Mais si on vient après l'accident, on dit voilà, c'est tel qui a mal fait, c'est tel qui a mal fait, vous avez le sanctionné, vous avez même peut-être le licencié. Mais si tu n'as pas travaillé sur les causes, les mêmes causes sont encore là, mettez le meilleur pilote, mettez le meilleur contrôleur qui va être sur place, il va subir les mêmes conséquences. Parce que l'accident arrive parce qu'il y a des actions, des risques latents qui sont là, qu'il faudrait les maîtriser et mettre en pratique un système qui permettra de les collecter et de les étudier et de les stopper. Donc en faisant tous ces processus-là, c'est ce qu'on appelle la gestion de la sécurité. À gauche ici, nous avons aussi un autre concept qu'on appelle le modèle de Rison. Donc Rison, c'est un expert spécialisé sur les facteurs humains. Il a mis l'accident en bout de chaîne. Par exemple, en bout de chaîne, nous avons un accident et nous avons des plaques. En fait, c'est comme si nous avons un vaisseau qui va être envoyé sur des plaques et le vaisseau ne peut atteindre le bout si et seulement si les plaques ont des trous. Ça veut dire que les plaques sont trouées.
Et les plaques qui constituent ce poids, c'est tout ce qui est organisation. Par exemple, si le faisceau en arrière, nous avons l'organisation. Donc, le premier défenseur de l'accident, c'est l'organisation. Il faudrait qu'on sache qui est à la tête de l'organisation, quelles sont les fonctions, les gens qui ont été appointés dans les différents services. Parce qu'aujourd'hui, si tu as une compagnie aérienne et que tu cherches juste à mettre tes cousins, tes frères du même village, du même région, parce que c'est eux que tu veux que tu travailles. Mais là, tu es en train de créer une fissure dans l'événement des événements. Et vous allez voir que dans le cadre de nos organisations, vous allez voir qu'il y aura une faille parce qu'il faut avoir les meilleures personnes dans les meilleures positions qui donnent les meilleures performances. Et donc là, on va trouver un peu plus clair, on va trouver l'environnement. Donc il y a des causes qui sont de l'environnement qui peuvent aussi impacter l'accident. Il y a aussi les machines. Vous savez que l'avion, c'est une machine. Au contrôle aérien, nous avons des ordinateurs, les aéroports ont des ordinateurs. Donc il faudrait qu'on sache comment nous entretenons ces machines-là pour ne pas qu'il y ait une panne. Et aussi à la fin, le facteur humain, c'est les pilotes, c'est le contrôleur. Il faudrait que toute cette phase-là soit en coordonnance et qu'à chaque niveau, on arrive à bloquer le tout. Parce que s'il y a des défaillances sur l'organisation et qu'au niveau de l'environnement, le jour-là, il y avait trop de pluie, on n'a rien vu. Au jour-là, il y avait la machine aussi qui est tombée en panne. Et le jour-là, le pilote a commis une erreur. Donc la succession de tous ces événements-là vont conduire à l'accident. Donc c'est un peu le modèle dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous essayons de maîtriser le risque un peu plus tôt pour éviter les conséquences qui sont parfois désastreuses. Voilà. Donc là, la question qui se pose aujourd'hui, qui blâmer en termes d'accident, en aviation civile ou bien dans toutes les organisations que nous travaillons aujourd'hui, l'objectif n'est pas de chercher qui a fait quoi, mais de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour éviter que ça se répète encore une deuxième fois. Voilà, donc nous allons vous présenter une première exemplaire d'un accident, ça sur l'état de Tenerife. Nous allons prendre le contexte de ce qui s'est passé. Nous avons la date du 27 mars 1997. Nous avons eu deux Boeing 747 qui évoluaient les deux sur le sol. Ils n'étaient pas en l'air, les deux ils étaient sur la piste. Et ils sont partis se percuter entre eux sur la piste. Nous avons eu avec 583 morts. Ça veut dire qu'à chaque avion, il y a eu pas mal de 200-300 passagers. Et dans toute cette catastrophe-là, on totalise, parce que les pilotes et tous les passagers, parce que les deux avions étaient bombés de passagers. En total, on a 583 morts qui sont partis dans une fracture de seconde. Les deux avions sont entrés dedans. Et on va essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé avec ce genre de situation. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que l'aéronautique est très stricte, parce que c'est quand il y a une catastrophe, vraiment ça anéantit. On a eu pour nous avec les cas immédiats, où vraiment ça a pris tout le pays. Il n'y a même pas un village ou une région où on n'a pas été touché. C'est pour ça qu'on essaie vraiment de prendre les choses au sérieux pour garantir une sécurité maximale. Donc là, nous allons essayer de vous partager une partie des vidéos qui nous permettra aussi de comprendre exactement comment la situation a été. Ça va. Araba menshi waangalizi wa tukufu lunga waharuma matangazo ya Mbeya News warzonra waharuma libanda la mahadithi lahu wanawashe wambeni malanikao wanazioni humkabala wahamahame wapara idiwajo ala nshiwa misomo ya juyu ya alikanao na muheti janvier na mjuso wakaya undu tomaya ya leo na maudu na hunu ngartunu na wuzia kabia hamba hii matangazo yatu ngartudi rejei haruma za tekniki ya ukema katiano wanagojoni waregeza kanne zahe ya dhuhu yenge hunu ngartunu na kuza kabisa matangazo yatu.